Nous allons donc analyser maintenant la question des propos racistes, dont je vous ai bien dit qu'il fallait les distinguer des propos blasphématoires, et donc je vais en parler de façon tout à fait différente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau faire une comparaison qui, à mon avis, est éclairante entre la position prise par la Cour européenne des droits de l'homme et la position prise par la Cour suprême des États-Unis. Je prends chaque fois des arrêts qui me semblent des arrêts importants. Alors pour la Cour européenne des droits de l'homme, donc je commence de nouveau par la Cour européenne des droits de l'homme, je pars d'un arrêt qui, cette fois-ci, concerne le Danemark. Le Danemark, c'est aussi un pays qui a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, tous les pays de l'Union européenne l'ont fait, plus un ensemble d'autres pays. Et l'arrêt s'appelle Jersild contre Danemark. Alors, Jersild, bon, c'est pas tout à fait bien prononcé, c'est J-E-R-S-I-L-D. C'était un journaliste de la radio-télévision publique. L'arrêt date de 1994 et d'ailleurs l'arrêt a été publié à une quinzaine de jours de distance de l'arrêt Otto Preminger, automne 1994. Ce sont des arrêts qui ont été rédigés par des chambres différentes, hein, puisqu'il y a autant de juges à la Cour européenne des droits de l'homme que de pays membres, donc ça fait 47, et ce sont chaque fois des chambres de 6 ou de 9, quelque chose comme ça. Mais bon, les deux arrêts, l'arrêt Otto Preminger et l'arrêt Jersild, sont arrivés en même temps. Ils ont été publiés en même temps et ont suscité en même temps les réactions des observateurs. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, que se passe-t-il dans l'affaire Jersild contre Danemark? Donc, c'est un journaliste danois, bien entendu, qui travaille pour la radio-télévision danoise et qui traite de sujets de société. Et donc, il est informé de ce qu'à Copenhague existe des jeunes qui sont des skinheads, donc qui sont des groupements d'extrême droite, qui s'appellent les Green Jackets, donc les vestes vertes, et qui tiennent, lui dit-on, des propos d'un racisme pur et dur, absolument terrible. Il se dit, bon, mais ça vaut la peine, j'ai une émission de société à la radio-télévision publique, et donc je vais en parler, donc il va les interviewer. Alors quand il va les interviewer, bon, il essaye qu'ils parlent, évidemment, parce que s'il commence directement à les affronter en disant « c'est dégueulasse ce que vous dites », bon, ben, il est évident que l'interview ne va pas durer. Donc, bon, il leur offre de la bière pour que les choses soient pacifiées, agréables. Il ne les contredit pas trop pour que ça continue. Et il fait 6 heures d'enregistrement. Et de ces 6 heures, il garde quelques minutes qu'il fait passer à l'antenne sans cadrage. C'est-à-dire, il ne dit pas « attention, ce n'est pas la position de la radio-télévision publique, bien sûr que c'est horrible, etc. » Il les fait passer. En se disant « ça va secouer les gens doivent quand même savoir, c'est son argumentation, les gens doivent quand même savoir ce qui se passe à leur porte et autant avoir quelque chose qui les choque directement et qui les fait réfléchir. » Bon. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il donne à ses propos, effectivement, très racistes, parce que les skinheads comparent les Noirs aux orang-outans. Enfin, c'est d'une brutalité raciste la plus pure qu'on puisse imaginer. Mais évidemment, en les faisant passer à la télévision, parce que c'est une émission de télévision, en les faisant passer à la télévision, bon, ben, il leur donne une énorme diffusion. Il le fait non pas parce que c'est un raciste, personne n'a jamais accusé d'être raciste, mais au contraire, pour avertir les gens en disant « réveillez-vous, regardez, il y a des gens qui disent des choses comme ça et qui pourraient peut-être passer à l'acte dans votre banlieue ». Le problème, c'est qu'il existe au Danemark une loi qui interdit les propos racistes. Donc les 3 skinheads qui ont été interviewés sont assignés en justice et condamnés parce qu'ils ont tenu des propos qui sont manifestement interdits par la loi. Et que cette loi comprend aussi une disposition qui a été ajoutée par la suite pour la durcir, qui dit que non seulement ceux qui tiennent les propos racistes sont susceptibles de condamnation pénale, mais aussi ceux qui aident à les diffuser. Donc ça vise tous ceux qui sont les éditeurs, les autres, etc., qui offrent des canaux, qui offrent la possibilité que des propos tellement insupportables soient diffusés sur une large échelle. Et évidemment, Jersild les a montrés sans avertissement à la télévision. Et sans lui, on peut dire qu'au fond, ce serait peut-être resté dans ce petit cercle. Bon. Et donc, on dit qu'il a aidé à leur diffusion. Et non seulement les skinheads sont condamnés, mais Jersild aussi, sur la base de cette loi antiraciste. Alors, l'affaire va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est Jersild qui porte l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, pas les skinheads, qui sans doute ne savaient même pas que ça existait. Et la Cour tient à dire
que si les skinheads avaient porté l'affaire devant elle, ce qu'ils n'ont pas fait, elle n'aurait pas considéré leur demande comme recevable, parce qu'il existe dans la Convention européenne des droits de l'homme un article 17 qui dit que quand vous agissez contre les valeurs de la Convention, vous ne pouvez pas réclamer la protection de la Convention. Autrement dit, la Cour, qui est une Cour internationale, dit « débrouillez-vous, il y a des décisions nationales, on ne prend pas en considération votre demande et donc vous restez condamné. » C'est le problème de l'État danois. On peut critiquer cet article 17.1. C'est un article qui s'appelle, qu'on a appelé article « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », si vous voulez. Pas de droits de l'homme pour ceux qui agissent contre les droits de l'homme. C'était pour éviter que se répète la situation de Weimar. La République de Weimar, c'était la République allemande après la Première Guerre mondiale, donc qui a duré entre 1920 et 1933, prise de pouvoir par Hitler, et qui avait, effectivement, les gens bénéficiaient de grandes libertés, et les nazis en ont profité pour arriver au pouvoir, de façon quasi légale. Bon. Donc, c'est l'idée de dire, on ne va pas permettre à des gens qui sont des adversaires des droits de l'homme d'aller demander la protection de la Cour. Et la Cour n'applique pas ça très souvent, cet article 17.1, heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut faire quand même attention, mais elle le fait à propos des skinheads, parce que c'est évident. Elle dit donc, s'ils avaient porté leur affaire, ils ne l'ont même pas fait, mais elle le dit pour bien prévenir, s'ils avaient porté l'affaire devant nous, nous n'aurions pas pris l'affaire en considération. Nous ne l'aurions pas examinée sur le fond. Tandis que Yersil, c'est différent. Yersil n'est pas accusé de racisme, c'est un journaliste qui dit on m'a sanctionné, j'ai dû payer une amende, je suis condamné à une amende, alors que j'ai exercé ma liberté d'expression, qui plus est ma liberté de journaliste. Et la Cour est très sensible à ça, elle dit que les journalistes sont les gardiens, les chiens de garde de la démocratie. C'est très important le métier de journaliste. C'est très important que ces journalistes soient protégés dans leur indépendance, parce que les États, évidemment que les gouvernements ont tendance à vouloir éliminer les journalistes qui disent des choses qui les gênent. Et donc la Cour dit non, la condamnation d'Hirsild, Hirsild, est une condamnation disproportionnée. On peut considérer qu'il a été imprudent, qu'il aurait dû prévenir, qu'il a voulu faire un coup de pub peut-être, que ce faisant effectivement il a disséminé des propos, mais son but était un but d'éducation du peuple et de toute façon, il faut donner aux journalistes une très très grande protection. Donc ça, c'est cet arrêt qui est un arrêt qui apparaît comme libéral, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il défend la liberté d'expression du journaliste. Ce qu'il faut noter, c'est que si vous reprenez la situation des skinheads, qui n'ont pas porté l'affaire devant la Cour, mais dont la Cour a parlé en disant que leur demande aurait été non recevable. Ces skinheads, au fond, les propos qu'ils ont tenus, c'est des propos odieux. Mais au fond, ils les ont tenus dans le cadre d'une interview. Buvaient un verre avec un journaliste. Le journaliste a d'ailleurs sollicité les questions et les réponses. Bon. On peut dire qu'effectivement, la Cour dit oui, effectivement, même ces propos-là, vous pouvez les sanctionner. Parce que ce sont des propos à contenu raciste. Et pourtant, ils sont tenus dans un contexte qui n'est pas un contexte d'agression immédiate, je dirais. Bon. Si vous prenez les propos négationnistes, vous savez, le négationnisme, c'est la négation des crimes nazis, et en particulier la négation du génocide des Juifs et des Tziganes. Les nazis ont fait sauter les chambres à gaz à la fin quand ils se sont retirés devant l'avance des troupes soviétiques, puisqu'ils étaient conquis par l'Est. Et effectivement, ils ont essayé d'effacer les traces de ce génocide. Et après la guerre, les négationnistes ont continué le travail en écrivant des livres dans lesquels ils essayaient contre toute évidence de montrer que les chambres à gaz n'avaient pas existé et qu'au fond, le génocide des Juifs était une invention des Juifs et qui continuait donc l'antisémitisme et le fantasme de la domination du monde par les Juifs. On a quand même considéré que ces ouvrages négationnistes, s'ils étaient diffusés dans le public, c'était grave. Évidemment, si le public est éclairé, bon, vous pouvez faire diffuser tout ce que vous voulez, parce que le public sera capable de réagir dans le débat public, mais bon, si ça vient dans les écoles et ailleurs, etc. Et à un certain moment, on a interdit les écrits négationnistes, dans des pays comme la France, la Belgique et d'autres pays européens. C'est évidemment, bon, les auteurs de ces ouvrages négationnistes sont d'ailleurs liés à l'extrême droite. Ce ne sont pas du tout des gens qui tiennent des discours qui soient des discours d'historiens sérieux. Au contraire, c'est très pervers, c'est très biaisé. Mais enfin, en même temps, ça change, ça transforme quand même le juge en historien. Le juge dit, voilà,
vous dites des choses sur des phénomènes historiques qui sont insupportables, c'est vrai, mais on interdit le livre et on sanctionne l'auteur. Donc vous voyez qu'en Europe, au fond, on peut sanctionner des propos, des expressions qui ont un contenu raciste ou négationniste, même si c'est en dehors d'un contexte de menace contre des individus concrets, même si c'est dans une interview ou même si c'est dans un livre. Et il faudra réfléchir aux conséquences de cette attitude européenne qui, vous allez le voir, est très différente de l'attitude américaine.